4h30 du matin, la piste en terre battue derrière la ligne de front vivait sa vie ordinaire. Une colonne de camions rampait vers les positions avancées. Obus, carburant, eau, courrier. 1 kilomètre plus haut, à une altitude où on ne l'entend plus depuis le sol, planait un petit drone équipé d'une caméra. Il ne tirait pas, il se contentait de regarder et de transmettre des coordonnées. Cette route était l'unique fil reliant le front à l'arrière. Tout ce dont un soldat avait besoin en position passait par là. Et c'est précisément pour cette raison que quelqu'un, à des dizaines de kilomètres de là, avait décidé qu'il fallait fermer cette route. Pas pour une heure, pas pour un jour, définitivement. Le premier camion s'est embrasé dans un virage où le conducteur avait ralenti par habitude. La deuxième frappe a touché celui qui fermait la colonne. La file s'est immobilisée. Ceux qui se trouvaient au milieu étaient pris au piège sur un tronçon à découvert, sans espace de manœuvre, sous un ciel où une caméra était déjà suspendue. Ce n'était pas une frappe au hasard, c'était une méthode. Pour comprendre comment fonctionne un tel piège, il faut séparer deux machines dans le ciel. L'une observe, l'autre frappe. Le drone de reconnaissance plane haut et silencieux, fixe la cible, transmet le point. Le drone d'attaque arrive aux coordonnées et dépose sa charge là où on lui a montré. Cette division des rôles rend le système bon marché et presque continu. Tant qu'une caméra est en l'air, la route est sous tir permanent. Imaginez cela comme des péages sur l'unique route menant à une ville. Sauf que le paiement ici n'est pas de l'argent. Le paiement, c'est le camion lui-même et ce qu'il transportait. Quiconque s'engageait sur cette route payait le risque de ne pas arriver. Et plus il y avait de péages sur toute la longueur, plus chaque trajet devenait coûteux. Au début, on aurait dit simplement une bonne matinée pour un équipage de drones. Quelques véhicules brûlés sur un tronçon. Mais ce n'était pas de la chance. C'était un fragment d'un plan plus vaste que les unités ukrainiennes de drones ont appelé confinement logistique. L'idée est simple et froide. Ne pas chasser le soldat dans sa tranchée, mais couper ce qui le nourrit et l'arme. Un soldat sans obus ne combat pas. Un canon sans carburant ne roule pas. Une position sans eau et sans munitions ne tient pas longtemps. L'autre camp l'a compris rapidement et a commencé à se défendre. La première étape a été le brouillage. Sur les routes sont apparus des véhicules de guerre électronique. Le brouilleur inonde les fréquences de bruit et bloque le signal par lequel le drone maintient le contact avec son opérateur ou avec le satellite. En théorie, le drone devient sourd et tombe avant d'atteindre sa cible. Mais le brouilleur a son propre défaut. Pour brouiller, il doit émettre puissamment. Et tout ce qui émet puissamment est visible pour qui sait écouter. Des antennes depuis 2 points différents captent ce rugissement, prennent l'azimut, et 2 lignes se croisent exactement là où se trouve le véhicule. Le chasseur qui brouillait les drones devenait lui-même un point sur la carte de quelqu'un. Et le prochain drone volait non plus vers un camion, mais vers lui. Alors sont entrés en jeu d'autres appareils que le brouillage n'affecte pas du tout. Le drone à fibre optique traîne derrière lui un câble fin de plusieurs kilomètres de long. Il n'a pas de signal radio, car l'image et les commandes passent par le fil, pas par les ondes. Inondez les terres de bruit autant que vous voulez. Par le câble, le bruit ne passe pas. Un tel appareil vole à travers le brouillage le plus dense comme s'il n'existait pas. On s'est attaqué à la fibre optique autrement. Contre elle, on a installé des filets au-dessus des routes, construit des corridors de câbles tendus, lancé des drones intercepteurs pour le rattraper et l'abattre en vol. Parfois ça marchait. Un câble de quelques mètres suffisait effectivement pour faire s'écraser l'appareil dans la poussière. Mais il faut trouver le filet quelque part, le transporter et le tendre. Et on le transporte par cette même route qui est déjà fermée. La défense contre le confinement dépendait elle-même de la logistique que le confinement coupait. Il y avait aussi la navigation terrain. Le drone ne demande pas au satellite où il se trouve. Il lit le sol sous lui avec sa caméra et le compare à une carte chargée à l'avance. Vous connaissez la forme de votre rue même les yeux fermés, parce que vous l'avez emprunté 1000 fois. De la même façon, ce drone connaît le relief sur son itinéraire. Brouillez le satellite comme vous voulez, l'appareil s'oriente d'après les collines, les bandes boisées et les virages de la route qui n'ont pas bougé. C'est là qu'est apparu le véritable retournement de toute cette histoire. Un camion brûlé sur la route semblait être une perte pour celui qui le conduisait. En réalité, c'était un signal. Quand le premier véhicule brûle, la colonne s'arrête et les conducteurs des suivants commencent à chercher des déviations. Et dès qu'il quitte la piste pour un itinéraire de secours, il s'avère que lui aussi a déjà été calibré. La déviation n'était pas un salut. La déviation était un deuxième péage, préparé à l'avance. Celui qui fuyait le piège était conduit dans le suivant. Et là, il devenait clair que ce n'était pas une affaire de camion isolé. C'était une question d'arithmétique qu'il est impossible de gagner par la défense. Un camion transporte des obus pour toute une batterie. Un dépôt contient des réserves pour des semaines de combat. Un camion-citerne alimente des dizaines de véhicules. Et le détruire coûte un appareil bon marché, assemblé en série et lancé par dizaines. Un camp dépense des centaines de dollars. L'autre perd ce sur quoi repose tout un segment du front. Cette inégalité est la véritable arme, pas l'explosion, le calcul.
Et c'est précisément par un calcul que s'est achevée la journée avec laquelle cette histoire a commencé. Selon la déclaration des unités ukrainiennes de drones, en 24 heures dans le cadre du confinement logistique, elles ont touché 1725 cibles russes. Véhicules, dépôts, positions. C'est la déclaration d'un seul camp et son ampleur n'est pas confirmée de manière indépendante. Mais le chiffre lui-même montre l'intention. 1725 points en une journée. Ce n'est pas la chasse à des véhicules isolés. C'est une tentative d'arrêter le mouvement sur tout un secteur en tant que phénomène. Ce qu'un tel chiffre signifie sur le terrain ne se voit pas sur la route, mais un peu plus loin. En position, là où les obus devaient arriver le matin, à midi ils n'étaient toujours pas là. Le canon était chargé à moitié, l'équipe comptait ce qui restait et étirait chaque tir, parce que la caisse suivante était coincée quelque part derrière la colonne brûlée. Ce qui pour le drone était un point sur une carte, était pour quelqu'un au front un silence, là où devait se trouver un soutien. Et là où tout avait commencé, il restait des hommes entre deux incendies. Le conducteur du premier camion avait réussi à sauter quelques secondes avant que la cabine ne s'embrase. Il avait roulé dans le fossé et était resté couché tant que la caméra planait au-dessus de la route, car il savait que tout mouvement vers le haut ramènerait une frappe. L'équipage du véhicule de brouillage avait quitté la route pour une bande boisée un instant avant qu'un drone n'arrive sur leur propre signal. Quelques secondes autrement, et c'eût été une autre histoire. Cette fois, autrement n'est pas arrivé, mais la route est restée fermée, et demain les camions rouleront à nouveau sur elle, parce qu'il n'y en a pas d'autres, et quelqu'un d'en haut regardera à nouveau et comptera. Pensez-vous qu'il existe une limite à ce que la technologie peut changer dans la guerre, ou que nous sommes en train de voir la fin d'une certaine manière de combattre?